Alors bonjour à tous, amis de la RH. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir une femme de l'innovation. J'ai nommé Anne Lefebvre. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, je suis très contente de te recevoir parce que tu es une fondue d'innovation. Je vais citer ton titre qui est assez long et qui pose, puisque tu es la responsable du département Lab Innov, le laboratoire d'innovation de la CNAM. Alors la CNAM, c'est le petit nom doux pour les intimes. Je décrypte pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit bien sûr de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Pas fait d'erreur? C'est parfait. Donc on ressemble effectivement au CNAM, mais on ne fait pas du tout la même chose. Exactement. Les logos ne sont pas pareils et la mission est différente. Alors Anne, on va revenir un petit peu justement sur ta trajectoire professionnelle. Moi, j'aime bien disséquer un peu les parcours de vie qui se cachent dans l'univers du learning et de l'innovation. C'est toujours intéressant de voir un peu les trajectoires professionnelles, comment les carrières se construisent. Est-ce que tu peux d'abord revenir au commencement, au grand commencement, et nous dire qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je pense que quand j'étais petite, je voulais faire comme mon papa et ma maman et être professeur. Je trouvais que c'était magnifique. Soignant est un des plus beaux métiers du monde aussi, c'est difficile. C'était déjà à l'époque, c'était parce que tu avais un professeur ou une professeure qui te marquait? Oui, il y a eu cette dimension-là. Et puis, je voyais mes parents qui étaient extrêmement attachés à cette question de la transmission. Ils étaient dans des matières différentes. Ils étaient professeurs eux-mêmes? Oui, pardon, c'était ça. Ils étaient professeurs, l'un en maths et l'autre en histoire. Et donc, cette diversité, mais en même temps, ce goût de la transmission, d'entretenir leurs connaissances dans la manière à la fois pédagogique et de contenu d'apporter. Moi, je me disais, ah oui, c'est chouette. Et puis après, évidemment, il y a des enseignants qui m'ont marqué. Mais ensuite, j'ai évolué et puis c'est d'autres choses qui m'ont intéressée. Et est-ce qu'ils t'ont donné, du coup, j'imagine, peut-être le goût de l'école, le goût d'apprendre? C'est quelque chose qui t'ont transmis? Le goût d'une ouverture sur la connaissance. C'est surtout ça, d'être intéressé, de s'approprier des éléments. Mon père était un homme qui a fait partie des premiers à s'intéresser à l'informatique et à passer un DEA de ce qui serait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc oui, il y avait des goûts dans la famille de l'apprentissage. Génial. Et donc ton père, professeur de mathématiques, ta mère, professeure d'histoire, tu as choisi quel camp? Plutôt matière scientifique ou matière littéraire? Alors, c'est très intéressant comme élément. En fait, je pense que c'est cette question d'harmonie, justement, un peu cerveau droit, cerveau gauche qui me caractérise. Et donc, de pas avoir... j'ai à la fois associé ce côté organisation, structuration, et puis ce côté qu'il y a dans l'histoire, un peu de la sociologie, de la compréhension plus du sujet humain. Ouais. Excellent. Donc, tu as les deux facettes, tel Janus. Et du coup, comment est-ce que tu fais ton orientation? Est-ce que tu sais, dès le début des collèges, lycées, tu te dis, OK, moi, plus tard, ce sera ça? Est-ce que tu prends du temps à choisir? Comment tu fais ton choix? En fait, mon choix d'évolution, il a été, quand j'ai fait mes études, plutôt de choisir le maximum de portes ouvertes. Donc, j'ai choisi de faire une école de commerce parce que c'était... à l'époque, je pense que ça reste encore une modalité extrêmement ouverte d'apprentissage. Et c'était là où il y avait à la fois, en classe prépa et ensuite en école, une diversité de matières, d'approches. Et ça m'a nourri et ça m'a permis ensuite, dans le cadre des rencontres en stage, d'affiner mon projet. Et là, du coup, donc effectivement, école de commerce, un peu comme les IEP, Sciences Po, c'est des voies qui sont assez généralistes, de facto. Donc, tu te laisses le champ des possibles, comme tu dis, pour reprendre tes mots. Et en général, il y a toujours une première expérience professionnelle ensuite qui va donner un peu le ton d'un parcours, ou au contraire, te réorienter complètement. Tu commences dans la vie active, dans quel univers? Alors, j'ai commencé dans un univers qui n'était pas forcément très attendu dans mon parcours. J'ai fait l'EDEC, j'ai fait finance, donc c'était un parcours où j'étais plutôt destinée à rentrer dans un monde bancaire, assurance. Et en fait, dans mes derniers stages, j'ai fait une rencontre d'un homme qui était consultant en système d'information, et dans la manière dont il m'a parlé de son métier, du travail collectif, de la gestion de projet, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Et donc, j'ai rejoint le groupe PSA, devenu Stellantis ensuite, dans lequel j'ai commencé comme chef de projet et puis ensuite comme chargée de mission. Alors, PSA, tu cites aujourd'hui Stellantis, ce sont des groupes avec des très fortes identités.
avec effectivement donc une teinte. On est dans le monde de l'industrie. Oui. Tu débutes ta carrière dans un monde qui est très codifié. Mm. Comment se passent ces premiers pas? Alors, j'ai eu des premières missions où il fallait que je fasse travailler des gens qui venaient, pour certains, de Peugeot et d'autres qui venaient de Citroën, voire même encore à l'époque, il y avait des gens qui se disaient je viens de Talbot. Donc en fait, c'était d'abord finalement un travail, certes, qui devait arriver à des réalisations informatiques, mais c'était un travail très humain, de réussir à amener, à avoir une expression commune, à faire lâcher certains sujets. Et j'ai beaucoup appris dans ce contexte. Parce qu'on me dit beaucoup, c'est le cas notamment chez Stellantis à KPSA, ce sont finalement des constellations de marques. Et chaque marque a une identité, un attachement très fort. On est, comme tu dis, un peu marqué au fer rouge. On est Citroën, on est telle marque. C'était finalement, quand je t'entends, un défi aussi un peu de change, de culture, de réussir à faire travailler ensemble des équipes très différentes. Tout à fait. Et en fait, le point commun qu'il y a en termes de carrière, pour moi, c'est vraiment ce sujet de transformation. Alors, qui a pris des angles, je dirais, je suis allée sur des sujets de plus en plus complexes et aussi de plus en plus humains. Mais c'est vraiment la touche qu'il y a en commun dans les différentes expériences que j'ai pu mener. Et là, c'est ici que tu vas faire finalement tes premières armes, que tu vas avoir tes premiers galons. Et tu fais un saut intéressant, c'est que tu rebascules ensuite dans le conseil. Oui. Alors que parfois, on passe d'abord dans le conseil pour ensuite partir chez le client. Tu te fais happer, comment se passe ce pas de côté? Eh bien, ça a été une question de rencontre. Effectivement, c'est Oliver Wyman qui m'a fait du pied et qui m'a dit, mais en fait, on est au début des années 2000, à ce moment-là. Il y a besoin de cette compétence à la frontière de ce qui va devenir le digital en réalité, donc informatique et en même temps compréhension des organisations. C'est pas du tout des profils qui sont présents en interne parce qu'à ce moment-là, ça correspond pas aux structures d'apprentissage dans les grandes écoles. Et donc, je les rejoins pour faire ces sujets-là, ces sujets un peu dont ils étaient pas friands à ce moment-là, parce que pour eux, ça relevait plutôt du conseil en système d'information, alors que l'informatique devenait en fait un sujet prépondérant de performance et une thématique stratégique en tant que telle. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu 5 très belles années avec des super sujets. Et là, pour le coup, des sujets de transfo hyper profonds, changement de business, ouverture des sites internet et positionnement pour des acteurs de retail, par exemple. Est-ce que je garde mon informatique en interne ou est-ce que je l'externalise? Est-ce que c'est un facteur clé de succès? Enfin, des vraies très belles questions. À cette époque, on est vraiment sur le tournant. L'informatique commence à devenir clé. C'est plus perçu comme juste un outil dans un coin. On s'aperçoit qu'il y a un impact, effectivement, tu le dis, sur le business, sur la performance, sur la façon dont on pense ses process en interne. Donc, tu es vraiment un peu dans ce moment charnier. Et il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que tu vas faire un pas de côté et là, tu vas découvrir un monde très, très différent puisque tu passes d'un monde donc, de l'automobile et ensuite du consulting. On reste dans des cultures assez entreprises, corporate, du monde du privé, où il y a une notion finalement de chiffres. Et tu disais tout à l'heure, PSA, c'est une entreprise qui était cotée. Et là, tu arrives dans le monde des ministères. Alors, dans le monde, je dirais plus précisément du monde hospitalier, c'est-à-dire que je rejoins une agence qui s'occupe de performance hospitalière, mais il s'agit de travailler pour les hôpitaux. Et s'il y a bien une chose que j'aime beaucoup, et c'est probablement aussi un marqueur, c'est que j'ai travaillé sur des grosses entreprises, des entreprises dont le nombre de salariés, le nombre de clients, le nombre de publics concernés sont importants et que j'aime cette espèce de transposition sur beaucoup d'impact et en même temps beaucoup de personnes qu'on doit faire évoluer. Donc c'est sûrement cette dimension-là. Et puis une question de sens aussi, bien sûr. Le monde hospitalier, c'est voilà. On l'a redécouvert avec le Covid pour ceux qui l'avaient oublié, mais on est sur des personnes qui sont stratégiques, qui ont un rôle dans le quotidien de millions de Français. Et là, tu vas effectivement, comme tu le disais, être affecté du coup en particulier à une agence. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce passage de 3 ans dans ta carrière? Oui.
Alors, je trouve que c'était très intéressant et assez illustratif de la plasticité qu'a le secteur public, ce qu'on n'imagine pas forcément toujours. Donc, il y a eu des évolutions, notamment dans tout ce qui est contrôle de gestion, dans des manières de voir le financement du monde hospitalier. Et donc, le besoin a été ressenti de pouvoir avoir des gens qui connaissaient à la fois ce qui se passe dans le secteur public et ce qui se passe dans le secteur privé pour pouvoir créer. Il ne s'agit pas de créer pour tous les établissements qui sont dans des situations différentes de statut et de fonctionnement, hein, qui n'ont pas forcément tous le même métier. Et puis certains sont un financement public, d'autres un financement mixte et d'autres sont complètement privés. Mais il s'agissait dans le cadre de cette agence d'essayer de trouver et d'identifier des bonnes pratiques avec des modalités d'accompagnement dans la diversité. Et donc cette agence, elle a évolué, mais elle existe toujours aujourd'hui sous le nom de l'ANAP, et donc elle s'occupe de performance hospitalière. Très clair. Et c'est ici que commencent finalement tes premiers amours dans l'univers de la santé. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu vas du coup arriver, c'est le moment clé, tu arrives au sein de la CNAM. Oui. Comment se fait cette transition? Là aussi, c'est une question de rencontre Oui. Dans le cadre du monde hospitalier, il y a des liens évidemment qui sont plus ténus avec l'assurance maladie qui se charge principalement du monde libéral, mais ils existent néanmoins sur des questions de financement. Donc on se croise et puis il y a dans cette même logique, il y a une très belle opportunité qui se crée de directeur de la relation client. C'est la première fois que le poste existe en tant que tel au sein de la Caisse nationale. C'est vraiment une volonté de changer de mode de fonctionnement avec nos publics. Déjà, on parle de clients, on ne parle pas d'usagers. Alors, c'était déjà, à ce moment-là, c'était une vraie question et un vrai positionnement. Et donc, il me semble important de préciser que, bien entendu, l'assurance maladie est dans une logique de service public et ensuite souhaite offrir une logique client aux assurés et à leur famille qu'elle accompagne au sens de cette qualité de service et d'accompagnement. Et est-ce que tu peux nous raconter, parce que effectivement, tu as fait des passerelles, tu vois, de privé, ensuite vers le public. Comment est-ce que tu appréhendes un peu cette culture? C'est intéressant parce que tu as vu les deux univers. Qu'est-ce qui, pour toi, caractérise un peu la culture, justement, de la Caisse nationale de l'assurance maladie? Tu te dis, parce que c'est quand même un univers qui est singulier, avec des codes, où tu as une mission, tu le disais, de service public qui est très important. En même temps, le nombre est vertigineux. Je te dis, on est sur quoi? Plus de 60 millions, c'est ça. 60 millions d'assurés. Oui. C'est en même temps une vieille dame, ça a plus de 70 ans. Donc je te dis, voilà, c'est une innovation. Et raconte-moi un peu la culture de l'intérieur. Alors déjà, il faut se dire que, en ayant vécu du secteur privé et du secteur public, pour moi, l'assurance maladie est un opérateur dont la culture se rapproche plus de celui de grosses institutions du secteur privé. J'ai travaillé pendant un moment chez EDF. Alors, je ne connais pas EDF aujourd'hui, mais EDF, il y a 10-15 ans, ça ressemblait pas mal. Dans une culture vraiment orientée sur ses missions d'expertise. Il y a beaucoup d'expertise forte, évidemment, sans doute en santé, mais aussi sur des aspects réglementaires, juridiques, prestations. Donc un monde orienté sur de l'expertise, un monde très réparti sur les territoires, très sensible à la diversité sur les territoires. Un monde où se côtoie à la fois quelque chose d'assez hiérarchique et en même temps une nécessité pour être efficace sur le territoire d'avoir une marge d'autonomie. Donc c'est vraiment un kaléidoscope. Et tu le disais tout à l'heure, donc des expertises très différentes. C'est quoi, à peu près 2500 collaborateurs? Alors, la CNAM en tant que telle, c'est 2500 collaborateurs, une grosse activité de système d'information, puisque l'un des premiers systèmes d'information d'Europe, celui de l'assurance maladie. J'ai découvert, et c'est vrai qu'on n'y pense pas. En fait. C'est gigantesque. À la fois, du coup, une audience, j'évoquais 60 millions d'assurés, et en plus, du coup, j'imagine un système de sécurité qui doit être tellement attaqué, tellement... Enfin, je ne vais pas t'amener sur des sujets sensibles, mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a de plus sensible que la santé des Français? On rassemble des données, évidemment, qui sont hautement à valeur ajoutée, et ça fait partie d'une des missions essentielles de l'assurance maladie que de garantir
la confidentialité, mais en même temps la bonne mise à disposition des informations, puisque ces informations de santé, elles ont aussi pour vocation à pouvoir aider les professionnels de santé qui vous accompagnent au quotidien, être disponibles pour vous en tant qu'assuré quand vous en avez besoin. On commence de plus en plus à parler des thématiques un peu d'open data, justement. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as explorées un petit peu, cette dimension mise à disposition ? L'assurance maladie assure de la mise à disposition d'open data, donc notamment dans le cadre d'un travail commun avec le Health Data Hub, dont le nom très américain ne reflète pas le fait que c'est une agence parfaitement française. Qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Qui a été lancée, oui, effectivement. 2-3 ans. 2-3 ans, c'est ce que je dirais aussi. Je ne veux pas me tromper, mais dont la mission est de manière anonymisée, puisque c'est l'un des sujets clés, évidemment, c'est de ne pas descendre à des niveaux de granularité qui risqueraient de permettre de recréer une connaissance et en même temps de pouvoir répondre à des problématiques extrêmement fines d'analyse de données. Donc, ce système de data de santé existe et donc une société, une start-up qui aimerait travailler peut en faire la demande. Elle doit justifier de l'usage qu'elle va en faire et des données peuvent lui être mises à disposition. Ça, c'est une petite révolution quand même, parce que temps, effectivement, c'était des choses qui étaient très verrouillées et que tu le dis aujourd'hui, maintenant, il y a toujours cette vigilance sur les données personnelles qui permettent effectivement d'identifier du coup les usagers. En revanche, cette possibilité d'utiliser à des fins intéressantes, pertinentes d'analyse des données, extrêmement précieux. Est-ce qu'il y a déjà des cas d'usage qui ont été... Alors, donc je distinguerais ce cas qui est plutôt le cas à vocation d'analyse de santé, donc création de parcours. Historiquement, par exemple, l'assurance maladie a assuré la promotion de ce qu'on appelle le virage ambulatoire, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de soins qui se faisaient à l'hôpital et où on passait un certain temps à l'hôpital, ce qui peut présenter un risque de maladie nosocomiale ou de pas être complètement adapté. Donc l'assurance maladie a accompagné ce virage ambulatoire dans les cas qui étaient adaptés en montrant que les personnes finalement pouvaient rentrer chez eux sur une demi-journée ou sur une journée et que ce soit plus efficace. Donc c'est typiquement un exemple. Donc il y a beaucoup d'analyses de santé qui sont issues de ça. Après, on peut aussi parler cette fois-ci de données plus personnelles. L'assurance maladie, depuis le Covid, a une politique qui s'appelle aller vers, c'est-à-dire plutôt que d'être dans « je pousse de l'information », par exemple sur des recommandations de dépistage qu'on vous recommanderait de faire pour vous, pour vos enfants, maintenant est dans une logique où elle promeut le aller vers, c'est-à-dire que bien sûr il y a toujours cette logique d'information, mais pour notamment les pathologies les plus graves, pour les cas qui présentent problème, d'être dans des logiques de relance, de mise en avant de l'information pour permettre à chacun d'être un acteur de sa santé. Excellent. Donc, elle va analyser, par exemple, des informations dont elle dispose et émettre des suggestions sur la base d'algorithmes. Exactement. Et notamment accompagner les personnes les plus fragiles, que ce soit en termes de santé, mais aussi en termes de précarité personnelle, donc qui n'ont pas forcément la disponibilité ou la compréhension des propositions de santé qui leur sont faites. Excellent. Ça, je trouve que cette dynamique d'open data, elle illustre bien, moi je trouve, la mue de la CNAM qu'on a vu de plus en plus apparaître dans l'écosystème tech ces dernières années. On voit qu'il y a un vrai virage, une ouverture. Alors, je sais que toi, tu es très active dans, typiquement, l'écosystème. Ton parti pris aujourd'hui, donc tu es à la tête, je le rappelle, du département justement Labinum. Peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que ce département. Oui. Alors, l'innovation à l'assurance maladie, c'est une des valeurs de l'assurance maladie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. L'assurance maladie, elle a, d'un point de vue techno, par exemple, créé la carte vitale, qui a pas mal d'années maintenant, et qui, en tant que telle, était une révolution technologique. C'est aussi le porteur de Mon Espace Santé, qui, dans la continuité, et sur l'accompagnement. Donc, on a des pans d'innovation qui sont à la fois en santé, dans les organisations des soins, dans les recommandations et dans le domaine technologique. Moi, mon propos, c'est une branche de l'innovation qui est plutôt autour du management et des organisations. Donc, c'est créer les conditions à la fois pour un management plus collaboratif, pour une culture plus collaborative de manière générale, et puis pour créer les conditions pour que ça puisse être innovant, que les agents, les managers puissent trouver la place
pour pouvoir créer de nouvelles opportunités de travailler différemment. Excellent. Et du coup, ton Labinov, il est né, j'ai l'impression, d'une démarche un peu intrapreneuriale, c'est possible? Oui, c'est possible. Ça a C'est été vraiment le cas. possible, Ok, c'est le cas. j'ai fait les bonnes recherches. Oh, ok, ça va. Donc, ça correspond à une trajectoire à la fois d'évolution personnelle et puis d'évolution de l'organisation. On était une direction de l'organisation au sens formel du terme. Ouais, j'avais ce parcours issu du conseil. Et dans le cadre de cette direction de l'organisation, j'avais vraiment le sentiment qu'on faisait un bon travail, hein, c'est pas la question, mais on avait une vraie difficulté d'appropriation des propositions ou des recommandations qu'on faisait à nos clients internes. Et par différents signaux que la vie m'a envoyés, à la fois parce que j'avais travaillé sur la méthode agile en ayant été directeur informatique, mais aussi parce qu'il y avait tout ce côté de coaching qui commençait à m'intéresser, j'ai découvert les méthodes liées au design et à la facilitation. Et j'ai fait une proposition qui était de transformer cette équipe de conseil en organisation en une équipe de facilitation. Et donc, c'est une posture extrêmement différente. Et je souligne et je dis merci à tous mes collègues qui ont suivi ce qui était quand même un gros pari pour commencer, qui est un pari gagné aujourd'hui, mais qui est passé par différentes étapes d'évolution et tout n'était pas toujours si simple. Mais qu'est-ce que c'est une direction de la facilitation ? Alors, en fait, notre propos, vraiment de manière très synthétique, c'est d'accompagner le développement de la culture collaborative. Donc, c'est de créer, en fait, des espaces, alors, d'une part, d'acculturation, donc, pour avoir envie de travailler de manière collaborative, souvent, pour dépasser les partis pris, qui peuvent être soit, bon, oh là là, c'est ludique, c'est n'importe quoi, ou, mais est-ce que ça marche, etc. Faut avoir vécu des moments. Donc, on a tout un pan d'acculturation qui va depuis des temps découvertes jusqu'à des formations et différents programmes d'accompagnement. Et puis, notre cœur d'activité, c'est la création de sessions collaboratives sur mesure. Donc, on a des commanditaires qui viennent avec une problématique complexe qui a besoin d'être traitée de manière collaborative. Donc, souvent, la moitié des cas, c'est plutôt des gros projets interdirection et l'autre moitié, c'est plutôt du travail en équipe. Au sein de ma propre équipe, de m'améliorer. Et donc, comment ça se passe ? C'est moi, manager, ou n'importe quelle direction peut venir te saisir et dire, écoute, Anne, j'ai un sujet. C'est ça. J'arrive pas à craquer ce problème ou cette problématique, c'est ça ? C'est tout à fait ça. On a un système de staffing toutes les semaines et donc on a des sujets qui arrivent, qu'on qualifie, qu'on étudie avec le commanditaire et ensuite, si on les prend, on construit la session avec eux. Qui va être adapté à leurs besoins. Excellent. Et quelles sont les problématiques les plus récurrentes ? Pourquoi on vient te voir ? Alors, la moitié des sujets, c'est des sujets grands projets, donc cadrage de grands projets, passer un cap, réaligner autour d'un projet, ou bien plutôt autour de la créativité, analyser un peu les possibilités, améliorer un processus de fonctionnement. Ça, c'est un des grands versants. L'autre grand versant, c'est le travail en équipe. Donc, j'ai besoin, en tant que manager, d'améliorer mon mode de fonctionnement interne. Donc, ça peut être de me réaligner autour d'une vision commune, de travailler la confiance, de gérer des conflits, de nous organiser sur l'année. Enfin, il peut y avoir un peu toute une palette autour de ça. Et avec le développement du télétravail, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de managers qui ont envie d'avoir un temps de qualité avec leur équipe en présentiel et de pouvoir passer un cap comme ça. J'ai l'impression que tu es comme un docteur, finalement. Ah, j'aimerais bien. Il y a un joli terme. J'ai un problème. Alors, peut-être, je dirais comme un ostéopathe. C'est-à-dire qu'on aide plutôt l'organisation ou le projet à se remettre doucement d'aplomb
C'est peut-être plutôt ça. Excellent. Et du coup, comment tu t'es organisée? Est-ce que tu as... parce que du coup, c'est beaucoup de boulot, j'imagine. Tu es Mhm. seule? Comment tu t'es constituée une petite équipe? Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe, c'est-à-dire que de l'équipe de conseil en organisation initiale, donc à migrer et à accompagner, et on a eu la chance, au fur et à mesure du développement, d'avoir des talents qui nous ont rejoints. Il y a plusieurs particularités. D'abord, il y a une diversité de compétences. Donc, on a un gros substrat de conseil en organisation de gens qui sont sur cette base formés au design et à la facilitation. Mais on est plusieurs à être coach. Certains ont des approfondissements en design, par exemple. Donc, c'est cette palette d'expertise qui permet en fait de construire l'équipe qui à chaque fois va répondre. C'est très C'est un chouette. mix finalement. Tu as à la fois de l'expertise conseil et en même temps des gens qui sont Ouais, très bons pour, j'imagine, du coup, mener les sessions exactement. et faciliter. Et du coup, c'est tout type d'équipe peut venir te voir. Tu as ton process que tu as mis en place un peu Ouais, d'assessment, tu vois, tu qualifies et ensuite tu organises la session. c'est ça. Ok. Et donc l'année dernière, on a fait 80 sessions, par exemple. Et il y a une chose qui m'a attirée, j'ai eu le sentiment que vous aviez reçu un trophée également pour un thème qui était le thème de la résilience opérationnelle. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, puisque ça m'a attirée, je ne connaissais pas ce concept. Alors en fait, moi j'étais très heureuse de recevoir ce prix donc du club des directeurs de l'innovation parce que il reflétait vraiment ce travail d'équipe, cette capacité d'être passé d'une solution en intrapreneuriat à un dispositif qui est devenu pérenne et à un dispositif qui a évolué. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en mesure d'accompagner nos collègues de la Caisse nationale et de la branche maladie de manière générale parce qu'on est passé par pas mal d'étapes difficiles où on s'est remis en cause, où on a dû réfléchir à notre offre de service, à comment est-ce qu'on la rendait. Et donc ce sujet de résilience, il était autour de ce domaine et puis bien entendu de la très grosse montée en charge qu'on a connue comme beaucoup de collègues dans le cadre du Covid. Et alors du coup, imagine, moi je veux demain monter ma propre offre de service en facilitation, je suis dans une entreprise. Quelles sont alors, avec le recul, les erreurs à ne pas faire et au contraire, ce qui peut accélérer la création de ce type d'offre? Alors, la première des choses, c'est que j'utilise souvent l'image de la corbeille de la mariée. Et pour dire que la corbeille de la mariée n'est pas la même suivant les endroits. Donc, je vais partager des bonnes pratiques, mais il faut se dire qu'en fonction de sa structure, ça peut être très différent. Par exemple, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette. Enfin, ou au contraire, il y a peut-être à chaque fois des possibilités. Donc, par exemple, dans ce que nous, on avait dans notre corbeille de la mariée, on avait un directeur général qui pensait que c'était une bonne chose. Il ne savait pas forcément, je pense, tous les contours que ça pouvait prendre, mais il se disait qu'il avait envie d'investir et la secrétaire générale, qui est ma boss, l'a suivi dans cette démarche. Je dirais que c'est... Peut-être l'un des points clés, c'est d'être dans une logique d'itération progressive, c'est-à-dire de ne pas vouloir tout de suite très haut, mais d'avoir des logiques de démonstration, parce qu'on a en réalité derrière des logiques d'apprentissage de la part de l'équipe. Donc, si vous commencez depuis le démarrage, c'est-à-dire avec des gens qui débutent ou qui ont un tout petit peu d'expérience en facilitation, il faut commencer par prendre des sujets que vous pouvez adresser. Et donc, il faut commencer dans une logique un peu d'escargot, par faire, démontrer, apprendre, et ensuite, vous commencez à monter en complexité. Donc, tu as commencé par un petit périmètre et au fur et à mesure, Exactement. tu élargis. Par des petits sujets et progressivement, on a pris des sujets plus complexes, que ce soit en nombre de participants. Aujourd'hui, on a déjà accompagné jusqu'à 250 personnes, mais aussi des thématiques dont la complexité. Donc là, par exemple, on a travaillé sur le projet d'entreprise. Il y a 5 ans, on n'aurait pas pu commencer là-dessus. Et justement, si je devais vraiment débuter demain... Oui. Bon, je suis déjà très chargée chez Cocoré. Donc, je t'avoue que mais j'essaie de me projeter pour quelqu'un qui dit « Ah, ok, j'écoute Anne, moi, c'est ce que je veux lancer. » Oui. Tu dirais, quels sont les sujets? Mais je retiens ton disclaimer qui disait « Attention, ça dépend de votre maturité. » Oui, alors là, pour le coup, les sujets, c'est vraiment très fonction de la situation. C'est-à-dire que, évidemment que le sujet qui marche super bien, c'est de réussir à avoir, je ne sais pas, un sujet d'un programme stratégique, de montrer à quel point c'est fort, etc. Mais
attention à être déjà au bon niveau de compétence. Et puis, parfois, il vaut mieux commencer sur un sujet un peu plus simple, mais avoir, par exemple, un commanditaire qui va très bien parler de vous et vous dire oh, « Ah oui, non, mais ce que j'ai fait avec eux, c'était super », pour enclencher une bonne dynamique. Peut-être que ça, c'est un des points de risque. Il vaut mieux, quand on commence, bien réussir ces sujets, faire attention aux sujets qu'on prend pour enclencher une bonne image. Quand j'entends, je me dis, on n'a pas plusieurs cartouches finalement. Il vaut mieux vraiment réussir son premier projet plutôt que... En tout cas, ça a été important pour nous, oui. Ok, très clair. Et du coup, comment tu vois la suite? Est-ce que tu te dis, ok, plus grand, plus fort ou Alors, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est parce que quand on revient à l'intention générale qui est de développer la culture collaborative, d'une part, on est quand même dans une grande maison, donc 80 000 personnes, il y a forcément, je ne vais pas mentir, encore quelques silos modestes, mais ils existent. Il y a encore certainement de la performance et de l'engagement à trouver dans ça. Mais il y a aussi que les sujets collaboratifs s'améliore, monte en gamme. C'est-à-dire que là où, par exemple, historiquement, on avait plutôt une facilitation qui était là pour craquer un problème, un sujet, on a aujourd'hui à la fois des démarches de transformation en co-construction complète qui sont théorisées et possibles. On a toutes les démarches de coaching qui peuvent venir s'associer avec les approches de facilitation, soit pour aider le manager, soit pour aider les équipes à évoluer. Et puis, on a des approches aussi particulières qui sont notamment le design fiction, le fait de pouvoir travailler des sujets prospectifs. Qu'est-ce que c'est le design fiction ? Alors, le design fiction, c'est l'ensemble des méthodes en fait, qui te permettent de te projeter vers un futur, alors souhaitable ou pas, ça dépend. Dans certaines approches, on fait un futur pas souhaitable pour justement préparer des risques. Mais en fait, de réussir à te projeter et à projeter, par exemple, les membres d'un comité exécutif sur des éléments de futur qui vont te permettre de construire une vision stratégique, non pas simplement axée sur ce que toi tu souhaites ou la manière dont tu le vois, mais vraiment sur des champs du possible. Alors dans le secteur public, il y a une très très belle référence qui est en partie accessible, c'est celle que le ministère des Armées a fait autour d'un design fiction avec des rédacteurs des auteurs de science-fiction qui ont écrit des scénarios possibles, et donc derrière le ministère a fait travailler ses équipes sur et alors s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Génial. Et c'est des choses que tu fais parfois du design fiction? Alors c'est des choses qui sont devant nous en termes de méthode. Donc tu te dis, tu as envie Oui, tout à fait, parce que par exemple, comment est-ce qu'on va bien communiquer avec nos assurés dans 10 ans? Qu'est-ce qui aura le plus de sens pour eux? Et quand on est sur un positionnement aussi fort sur le territoire, sur un nombre d'agents en présence, comment est-ce qu'on va être en mesure, le buzzword pour l'instant c'est intelligence artificielle, donc comment est-ce que par exemple l'introduction de ces méthodes-là va potentiellement révolutionner, et donc qu'est-ce qui sera nécessaire pour maintenir la bonne mission de service public, et qu'est-ce qui va pouvoir peut-être être amélioré ou au contraire doit être abandonné parce que ce sera obsolète. Bien sûr. Alors c'est passionnant, j'adore ce concept de design fiction. Et alors, on parle beaucoup, alors, tu parlais de design fiction, intelligence artificielle, IA générative et autres. Alors c'est bien beau, mais ça soulève aussi parfois beaucoup de résistance en interne, beaucoup de questions, beaucoup de peur aussi. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà mené des initiatives où tu te dis, ok, là j'ai réussi à débloquer, lever des freins? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent de... Je ne pense pas qu'il y ait encore une fois une recette magique, tu vois, mais créer un buzz sur l'innovation, créer un engouement. Est-ce qu'il y a des initiatives que tu as menées par le passé qui ont bien fonctionné? Dans le contexte qui est le nôtre, ce que j'évoquerais, c'est peut-être les premières fois où on a emmené tout le comité de direction dans une position qui était une position de facilitation, c'est-à-dire debout, avec des post-it, sans téléphone, sans ordinateur, et dans une logique où, notamment en facilitation, quand on est en présentiel, l'un des enjeux est la dynamique de l'engagement qui est physique, c'est-à-dire je suis debout, je suis acteur, je vais poser mes idées, je vais pitcher ma synthèse. Passer ces caps-là, c'est aussi donner des signaux à l'ensemble de l'organisation que c'est possible
et que peut-être même c'est souhaitable puisque c'est possible de le faire. Donc voilà, ce serait... Tu as déjà fait du coup une facilitation Ah avec oui, des oui, COMEX on a déjà fait plusieurs fois. Maintenant, ils sont très à l'aise. Et sur des thèmes en particulier? Sur des thèmes de projets stratégiques, donc notamment l'un des derniers qu'on a réalisé, c'était sur la création du projet stratégique de la Caisse nationale. Et donc, c'était un temps à la fois de restitution des actions qui avaient été identifiées par des groupes de volontaires et de sélection par les membres du COMEX sur est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est désirable, est-ce qu'on le prend. Et donc, on est arrivé à 25 actions qui ont été retenues. Super. Donc, on voit que ça bouge côté COMEX. Et ensuite, côté du coup agent, oui. Partout en France, vous êtes répartis partout sur le territoire et tout n'est pas centralisé du coup sur Paris, de France. Comment tu fais pour que l'innovation irrigue finalement, il y a infuse, tu vois, lorsqu'on est sur un groupe où forcément il y a des antennes locales, il y a un maillage territorial très fort. C'est une belle logique en innovation qu'on appelle de sachet de thé. C'est cette idée que vous trempez le sachet de thé, puis pouf, pouf, vous voyez l'eau qui progressivement se colore. On n'est pas dans quelque chose qui est imposé, puisqu'on est dans des démarches qui sont des propositions de nouvelles postures de travail. Donc en fait, il faut que ça vienne et que ça se développe progressivement. On peut pas l'imposer. C'est comme quand on dit bonjour, demain vous êtes manager coach ou demain vous allez être innovant. C'est des injonctions. Tu décrètes pas. Voilà. Par contre, tu crées des conditions à la fois pour donner des outils, donner des signaux positifs, rassurer sur la capacité à faire. On a eu tout un travail avec mon équipe de création d'un concours d'innovation qui s'appelle TADAM, le concours d'innovation de l'assurance maladie, qui a pour vocation de faire remonter des réalisations véritablement sur le terrain, donc des initiatives dans 3 thèmes qui étaient l'organisation interne, les services au public et puis la santé. Donc la première année, on a eu 125 propositions. On verra l'année prochaine. Voilà. Et donc, ça crée en fait des conditions pour se dire je vais oser. Et aujourd'hui, après avoir passé dans mon début de carrière à construire des plans de transformation hyper bien huilés, aujourd'hui, je crois plus à ça, c'est-à-dire à donner envie et à créer des conditions, bien sûr, mais à donner envie. Et là où je trouve que c'est des super idées, ce type de concours, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'excellentes idées qui viennent du terrain, et des gens local. super. Et il y a des envies, et c'est aussi une façon de détecter parfois des talents, où on se dit, voilà, tiens, il y a la fibre innovation, il y a un potentiel pour faire beaucoup plus. Tout à fait. Donc moi, j'adore ce genre d'initiative. Alors Anne, j'arrive sur la partie un peu plus personnelle du coup de ce podcast. N'aie pas peur. on reste... Bon, ça va. Je vais t'interroger parce que du coup, tu es quelqu'un qui est au cœur de l'innovation, tu fais de la veille, tu es actif dans l'écosystème. Comment tu as structuré un peu ton équilibre de vie? Est-ce que tu t'es organisé, tu arrives à couper avec tes mails? Est-ce que tu es une accro à, je sais pas, LinkedIn ou Twitter? Tu t'es mis une espèce de routine de travail? Alors déjà, je dirais que la première chose, c'est que j'adore mon boulot. C'est la base. Donc voilà, donc il y a une dimension qui est que mon équilibre vie pro, vie perso, il participe aussi du fait que ce que je fais professionnellement, si le soir je vais lire un document, regarder des posts sur LinkedIn, me poser des questions un peu en back-office de mais alors et ça, comment est-ce qu'on pourrait le faire, c'est des éléments qui participent de mon plaisir personnel. Ça répond par rapport au tout début de la discussion à cette idée d'ouverture et de constitution de connaissances. Et après, je suis l'heureuse maman de 3 enfants qui sont vraiment super, et donc ça se passe bien. J'ai la chance, voilà, de ne pas rencontrer, ou d'avoir trouvé un équilibre. Je dirais plutôt dans ce sens-là. En général, ça se travaille, ça ne tombe pas tout seul. C'est des choses non, mais c'est vrai. Je ne l'avais pas, mais ça fonctionne bien. Et du coup, est-ce que tu arrives à côté à avoir un peu de temps pour cultiver des centres d'intérêt, des choses qui te passionnent? Alors, j'ai passé un master en coaching il y a 3 ans maintenant, donc à Panthéon-Assas, qui m'a beaucoup apporté, beaucoup d'axes de réflexion et puis vraiment un substrat formel de la pratique du coaching.
Et donc, à titre personnel, j'ai rejoint une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Et donc, je vous recommande cette association qui est très, très chouette dans son acception. Donc, en fait, elle part de l'idée que pour aider des personnes à retrouver un emploi, il faut à la fois les aider sous un angle donc de ce qui s'appelle le coaching RH, c'est-à-dire de préparation à l'entretien. Ça, c'est assez classique. Et à côté de ça, de coaching image. Donc en fait, l'association propose, c'est en présentiel, donc elle récupère en fait toute une série de vêtements. Et donc la personne qui va passer l'entretien RH avec des gens comme moi, par exemple, a été rhabillée au sens propre. Donc en fonction du métier qu'elle veut exercer, du type d'entretien qu'elle veut passer, elle va avoir une tenue adaptée. Et c'est une association vraiment super chouette. On mettra le lien dans la bio de cet épisode. Et donc le principe finalement quand je t'écoute, c'est bien de se préparer au fond, répondre des questions, etc. Mais on est aussi jugé sur son image. Exactement. Donc on les accompagne à une bonne posture. Et c'est sur tout type de métier, ça peut être tout type c'est que des profils en fait qui ont un accident de vie en fait. C'est le propos de l'association. Elle travaille en réalité avec des associations qui soit accompagnent des jeunes en difficulté, des populations migrantes, beaucoup de cas aussi par exemple sur des gestions de stéréotypes avec des gens qui ont du mal à retrouver un emploi à cause de ça. Et donc c'est aussi intéressant, c'est un travail de collaboration, c'est-à-dire que la Cravate Solidaire intervient après un travail de fond qui est le propos plutôt de gens vraiment spécialisés, mais a une vraie action efficace. Pas du tout. Je trouve ça génial parce qu'on a tellement tendance parfois à juger sur l'apparence, alors que c'est un des premiers critères en entretien. Alors c'est vrai, et en même temps, l'être humain, pendant des millénaires, il a eu besoin de se câbler et de décider rapidement si je représentais un risque ou pas. Donc, on peut l'entendre et peut-être que notre évolution va s'améliorer au fur et à mesure. Déjà, être conscient de ces biais-là, ça peut aider. Aider les personnes à pouvoir faire face et à se préparer là-dessus, c'est intéressant aussi. Surtout que c'est souvent des choses qui sont transmises comme un capital culturel. Exactement. On t'explique très tôt lorsque tu viens du bon milieu et que tu as les bons codes sociaux, ça paraît très naturel. Mais pour peu que tu viennes d'un milieu défavorisé ou d'un autre pays, une autre culture, il y a vraiment des freins et tu peux être complètement à côté de la plaque sans même le vouloir, en fait. Oui. Excellent. Très belle association. Je ne connaissais pas, mais écoute, on va mettre le lien dans la bio de cet épisode. Merci beaucoup, Anne, pour ton retour d'expérience authentique. Moi, j'ai plongé dans le monde de l'innovation et je trouve ça génial de voir vraiment, moi, je ne me lasse pas de mettre en avant le service public parce que c'est des choses qui, de cœur, me parlent beaucoup. Et je trouve que on a trop souvent tendance, tu vois, à cantonner. Alors, je suis dans mon start-up, je suis un peu biaisée, mais se dire l'innovation, c'est forcément les start-up. Alors qu'en réalité, ce sont des choses qui peuvent infuser, pour reprendre tes mots et ton concept de sachet de thé, dans des organisations très différentes, qu'elles soient privées ou publiques, pourvu qu'il y ait l'énergie, la culture, la mise en place des process, le sponsoring. Je dirais en reprenant ma casquette d'école de commerce aussi que les startups ont besoin à un moment de solvabiliser, elles ont besoin aussi de diffuser et que on représente dans le secteur public des séries de grands partenaires possibles. Donc il y a des séries de grands partenaires du secteur privé, mais il y en a aussi dans le secteur public. Et donc, la Caisse nationale d'assurance maladie, la branche maladie de manière générale travaille. Et nous, par exemple, on travaille avec Cocoroé et un certain nombre d'autres startups qui sont des partenaires pour nous. Et donc, on apprend aussi à se connaître et à travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Anne, pour ton témoignage. Et je vous dis à très bientôt, amis de la RH.